Claude Debussy naît le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye, dans une famille modeste qui ne vit ni dans le monde des arts, ni dans celui des idées. Son père essayant de maintenir à flot un petit commerce, tandis que sa mère travaille comme couturière. Si bien que rien, absolument rien ne laisse présager que cet enfant va un jour bouleverser la manière dont la musique est pensée et entendue. Son enfance se déroule sans école, sa mère assurant elle-même son instruction, ce qui le place très tôt en dehors des cadres habituels et l'habitude à apprendre autrement, par l'observation, par l'écoute attentive, par une forme d'attention silencieuse au monde plutôt que par l'accumulation de savoir théorique. Cette enfance relativement libre est brutalement interrompue en 1871, lorsque Paris traverse l'un des épisodes les plus violents de son histoire. La Commune, née de la défaite contre la Prusse et d'un profond sentiment d'injustice sociale, au cours de laquelle ouvriers, artisans et citoyens tentent pendant quelques semaines de reprendre en main le destin de la ville, avant d'être écrasés par une répression d'une brutalité extrême. Le père de Claude prend part à ce soulèvement, ce qui lui vaut d'être arrêté et emprisonné, laissant sa famille dans une situation fragile et exposant l'enfant bien trop tôt à une réalité très dure. Celle d'un monde où l'ordre est rigide, où la transgression est sévèrement punie, et où sortir du cadre peut coûter très cher. C'est pourtant à travers cette épreuve qu'un événement décisif se produit. En prison, le père de Claude partage sa cellule avec un homme lié au monde musical, dont la mère, Antoinette Mottet de Fleurville, est pianiste et ancienne élève de Chopin. À sa libération, cette femme accepte de donner des leçons de piano au jeune Claude et comprend très rapidement qu'elle n'a pas affaire à un élève ordinaire, car l'enfant retient immédiatement les mélodies, les rejoue sans effort, mais surtout ne se contente jamais de les restituer telles qu'on les lui a montrées, déplaçant certaines notes, modifiant certains enchaînements, comme s'il cherchait déjà à comprendre la logique interne de la musique, plutôt qu'à l'exécuter docilement. Convaincue de son potentiel, elle pousse la famille à tenter le concours du Conservatoire de Paris, où Claude entre à l'âge de 10 ans, découvrant alors un univers radicalement opposé à celui qu'il a connu jusque-là. Le conservatoire est un lieu d'ordre absolu, où la musique est pensée comme un langage strictement codifié depuis des siècles, reposant sur des règles précises que l'on n'est pas censé questionner. On y enseigne qu'une œuvre doit avancer clairement, créer une tension, puis la résoudre, que certaines combinaisons de sons sont à éviter parce qu'elles produisent une sensation d'instabilité jugée dangereuse pour l'oreille et que la musique doit toujours revenir à une note principale afin que l'auditeur sache exactement où il se trouve. Très concrètement, on apprend par exemple qu'un intervalle appelé le triton, formé de 2 notes séparées par une distance particulière, crée une tension si forte qu'il est considéré comme interdit s'il n'est pas immédiatement corrigé par une résolution rassurante. On enseigne également qu'il est interdit de faire avancer plusieurs voix musicales ensemble, en conservant exactement les mêmes intervalles, ce que l'on appelle des mouvements parallèles, car cela donne l'impression que la musique cesse de progresser. Enfin, on impose que toute musique repose sur des gammes bien identifiées, majeures ou mineures, et qu'elles reviennent toujours vers un centre tonal clair. Claude Debussy apprend toutes ces règles avec sérieux, non par soumission, mais par curiosité, comprenant que ce système est cohérent et qu'il faut d'abord le maîtriser totalement avant de pouvoir le déplacer. Peu à peu, une idée fondamentale s'impose à lui. La liberté ne naît pas en dehors de la contrainte, mais à l'intérieur même du cadre. Car tant que les règles restent floues, on ne peut pas s'en affranchir, alors que lorsqu'on les connaît parfaitement, elles cessent d'être des murs pour devenir des points d'appui. C'est à partir de cette maîtrise totale
que Debussy commence très lentement à imaginer une autre manière d'écrire. En 1884, il remporte le prix de Rome et part pour la Villa Médicis. Expérience qui, loin de l'épanouir, renforce son malaise, car il s'y sent enfermé dans un cadre trop étroit, obligé d'écrire une musique qui ne lui ressemble pas. Et c'est avec la certitude intime que ce chemin ne pourra jamais être le sien, qu'il rentre finalement à Paris, décidé à utiliser tout ce qu'il a appris pour inventer son propre langage. Debussy trouve enfin un milieu capable d'accueillir ses intuitions. Fréquentant les cercles littéraires et les salons symbolistes, où il rencontre Stéphane Mallarmé, dont la poésie ne décrit jamais directement les choses, mais les suggère, laissant au lecteur une large place pour l'imaginaire, approche dans laquelle Debussy reconnaît immédiatement ce qu'il cherche à faire en musique. Ne pas expliquer, mais évoquer. Il échange également avec des compositeurs comme Paul Dukas, discute longuement de ce qu'une musique peut être, doute, affine sa pensée, tandis que l'exposition universelle de 1889 lui fait découvrir le gamelan javanais, une musique fondée sur d'autres échelles de sons, sans centre tonal évident, qui ne progresse pas comme un discours, mais se déploie dans le temps, confirmant définitivement son intuition que la musique n'est pas obligée d'aller quelque part. Dans ces années-là, Debussy commence à mettre en pratique ce qu'il a compris, notamment dans Arabesque numéro 1, une pièce pour piano où les notes semblent glisser les unes vers les autres, dans un mouvement continu, fluide, presque calligraphique. Là où le conservatoire interdisait strictement les mouvements parallèles, par peur que la musique ne perde son sens de progression, Debussy les assume pleinement, non comme une faute, mais comme une couleur sonore, donnant à la musique une sensation de liberté et de souplesse totalement nouvelle, rendue possible précisément parce qu'il connaît parfaitement la règle qu'il transgresse. Cette logique atteint une forme de perfection avec Clair de Lune, une œuvre devenue universellement célèbre, souvent entendue sans que l'on sache qu'elle est de Debussy, et qui semble suspendre le temps. Ici, les accords ne servent plus à créer une tension puis à la résoudre, mais à installer une atmosphère, une sensation de calme et de flottement, comme si la musique acceptait enfin de ne pas conclure, de ne pas rassurer, de simplement exister. En 1894, cette révolution discrète devient évidente avec Prélude à l'après-midi d'un faune. Œuvre qui provoque un choc lors de sa création, car elle refuse toute logique narrative traditionnelle. La musique ne commence pas vraiment, elle apparaît. Elle se déploie lentement. Elle laisse durer des tensions que l'on aurait autrefois résolues immédiatement, utilisant des accords et des enchaînements que l'enseignement classique jugeait instables, mais qui deviennent ici de simples couleurs sonores. Debussy pousse encore plus loin cette approche lorsqu'il présente en 1902 Péléas et Mélisande, un opéra qui rompt radicalement avec le spectaculaire et l'excès attendu du genre. Les personnages y parlent presque plus qu'ils ne chantent. La musique épouse les inflexions naturelles de la langue française. Ces silences, ces hésitations, divisant profondément le public entre rejet violent et fascination immédiate, mais marquant un point de non-retour dans l'histoire de la musique. Les dernières années de sa vie sont assombries par la maladie et la guerre, Paris vivant sous les menaces des bombardements. Et c'est dans ce monde qui se referme
que Debussy continue d'écrire, affirmant parfois son identité de musicien français, comme un dernier acte de fidélité à une sensibilité fragile et libre. Il meurt le 25 mars 1918, presque dans l'indifférence générale, mais laisse derrière lui une transformation profonde. Il n'a pas détruit les règles de la musique occidentale. Il les a apprises, comprises, puis déplacées, montrant que la contrainte, loin d'étouffer la création, peut devenir la condition même de la liberté. Claude Debussy n'a jamais cherché à briser les règles pour le simple plaisir de les transgresser. Il ne s'est pas placé en dehors de la musique de son temps, ni contre elle. Il est d'abord entré pleinement à l'intérieur de ce langage. Il en a appris chaque contrainte, chaque interdiction, chaque obligation, jusqu'à en comprendre la logique intime. Ce n'est qu'à partir de cette connaissance profonde qu'il a pu lentement, presque silencieusement, commencer à déplacer les lignes. Debussy a montré que s'affranchir des règles ne signifie pas les ignorer, mais les traverser, les vivre, que la liberté n'apparaît pas dans le rejet brutal, mais dans la compréhension patiente. Là où d'autres voyaient des interdits, il y a vu des possibilités. Là où l'on exigeait des résolutions, il a accepté les suspensions. Là où la musique devait expliquer, il a choisi de suggérer. En faisant cela, Debussy n'a pas seulement inventé un nouveau style, il a changé notre manière d'écouter. Il a ouvert un espace où la musique n'est plus obligée de conduire quelque part, où elle peut simplement exister, respirer, flotter, toucher sans convaincre. Un espace où le son devient une matière libre, affranchie, sans jamais être coupé de son histoire. Et c'est peut-être là, finalement, que réside la leçon la plus profonde de Debussy. On ne dépasse un cadre qu'en l'ayant d'abord compris. Et c'est souvent dans la contrainte la plus stricte que naissent les formes de liberté les plus durables.